présentation Marie de Casal, ma collègue Maïté Rémy-Géraud. Pour une question de bande passante, je vais couper la caméra, donc vous n'entendrez que le son de la voix. Et pour rebondir sur ce qu'a dit Madame Leblois, les questions, vous pouvez également les poser par mail. La CCI Nouvelle-Aquitaine nous les retransmettra, ou vous écrivez directement sur le mail qui apparaît. Pour ceux qui nous connaissent, on répond systématiquement. Hein. Alors on met plus ou moins du temps, mais on répond systématiquement et on fait un suivi des questions qui nous sont posées. Voilà. Donc je coupe ma caméra et on part sur le webinaire. Donc, les formalités douanières avec le Royaume-Uni. Nous vous proposons un plan qui s'affiche actuellement à l'écran en 4 parties. On l'a réparti comme ça. Alors, dans la première partie, ce sera les formalités douanières avec le Royaume-Uni. Un peu bref rappel de ce qui s'est passé. Ensuite, ce que vous devez connaître, notamment les fondamentaux douaniers, ce que vous devez faire pour préparer votre dédouanement et ce que vous devez savoir sur comment fonctionne la frontière intelligente. Alors, vous verrez que dans les différents aspects que l'on va aborder, il y a un aspect vulgarisation au départ et des petits focus, des petites précisions plus techniques. Donc, de manière à pouvoir toucher l'ensemble du public qui est aujourd'hui connecté. S'il y a des points vraiment techniques auxquels on n'a pas répondu, il vous faut les poser en question, d'accord? Parce qu'en fait, suivant l'angle d'approche, les gens connectés, donc vous-même, on ne pouvait pas faire quelque chose d'ultra technique ou de vulgarisation à outrance. Voilà, il fallait faire un juste milieu et on a fait ce choix-là. Donc ça, c'est sur la première partie. Sur la deuxième partie, c'est j'optimise mes flux avec des éléments que vous connaissez déjà, le dédouanement centralisé national, l'autoliquidation à la TVA, et on a fait un focus sur le transit parce que c'est un des aspects importants avec le Royaume-Uni. On vous a fait ensuite en troisième partie un développement sur les marchandises soumises à accise, puisque nous sommes un territoire d'alcool au sens large du terme. Et le dernier point, ça sera sur l'Irlande du Nord, qui est finalement quelque chose de faussement compliqué si on a bien compris que l'Irlande du Nord était restée dans l'Union européenne. Sur le slide suivant, donc, nous allons commencer sur un bref rappel historique de ce qui s'est passé. Donc, vous le voyez sur le slide, donc vous avez l'image, la slide suivante, vous avez l'image de la sortie du Brexit de l'Union européenne. Donc le Royaume-Uni a quitté l'Union européenne depuis le 31 janvier 2020. Il y a eu une période de transition qui s'est achevée au 31 décembre 2020 avec la signature in extremis d'un accord de commerce et de coopération. On aura l'occasion d'y revenir mardi prochain plus en détail, le 24 décembre 2020. Donc, depuis le 1er janvier 2021, c'est ce qu'on vous a écrit, cet accord de commerce et de coopération s'applique. Le fait que le Royaume-Uni ait quitté l'Union européenne implique depuis le 1er janvier la nécessité d'établir une déclaration en douane et forcément la possibilité d'appliquer des droits de douane sur la marchandise. Donc, ça veut dire, slide suivante, que nous n'avons plus de déclaration d'échange de biens, d'accord? Ça, vous l'oubliez, vous le gommez. Pour le Royaume-Uni, nous ne faisons plus de déclaration d'échange de biens. Et donc, ça veut dire, slide suivante, que nous faisons des déclarations en douane. Donc, la déclaration en douane, donc vous connaissez la forme que cela prend. Il y a des cases obligatoires à remplir, on va y revenir après. Donc, slide suivante. Donc, pourquoi une déclaration en douane? La déclaration en douane, c'est tout simplement un document administratif unique, ce qu'on appelle le DAU, dans lequel vous allez renseigner un certain nombre d'éléments qui vont permettre notamment le calcul des droits et taxes, établir les statistiques du commerce international et, d'un point de vue douanier, permettre de réaliser des contrôles ciblés. Donc, ces déclarations en douane que vous devez remplir, ça se fait, on va le voir après, de manière dématérialisée. Hein. Ça pourra, et on va l'approfondir également, être réalisé par vous-même en interne dans votre société ou
par un représentant en douane enregistré que vous aurez choisi, avec lequel vous aurez un contrat commercial qui vous liera pour faire les déclarations en douane. Lorsque vous remplissez votre déclaration en douane, je vais passer la parole à ma collègue, c'est sur la slide suivante, il vous faut bien indiquer en case 1 le régime sollicité. Non, la slide d'avant, madame, voilà, merci. Maïté, ton son est coupé. Maïté, le son est coupé. Oui, oui. Oui, c'est bon, j'ai remis mon son, excusez-moi. Alors du coup, on voit que pour tout échange avec le Royaume-Uni, puisqu'on a un rétablissement de la frontière, on doit faire une déclaration en douane. Alors, cette déclaration en douane, elle concerne tout échange entre ces deux zones d'abord. Donc, un échange, c'est aussi un flux quand il n'y a pas de vente. J'insiste là-dessus parce qu'on a régulièrement des questions sur ce sujet et c'est quelque chose qu'il faut enregistrer. Tout échange avec le Royaume-Uni est soumis à déclaration en douane, qu'il y ait une vente ou qu'il n'y ait pas une vente. Par exemple, une marchandise qui sort d'un entrepôt qui est localisé au Royaume-Uni et qui va être livré dans un entrepôt en France, quand c'est le même propriétaire de la marchandise, il n'y a pas de vente. Il faut quand même faire une déclaration en douane. Avant, ces marchandises-là, elles circulaient uniquement sous facture pro forma. Aujourd'hui, c'est plus possible. Il faut qu'il y ait une déclaration en douane. La facture pro forma ne sera pas suffisante. Donc, déclaration en douane avec le type EU, donc dans la case 1 du DAU, et avec un régime douanier 10.00 quand on est à l'exportation, effectivement, et à l'importation, ça peut être 40, ça peut être 42, ça c'est à voir. Mais toujours est-il que le type de déclaration, ce sera un type EU. Alors, c'est un type de déclaration EU parce que l'acte délégué prévoit cette procédure. Et donc, tout échange entre le Royaume-Uni et la France se fait sous ce type-là, puisque le Royaume-Uni a signé en fait la convention de simplification des formalités dans les échanges de marchandises. Voilà. Donc, on ne se pose plus la question. Certaines notes aux opérateurs ont été diffusées. Si toutefois vous manquez d'informations, n'hésitez pas à nous les demander, on pourra vous les diffuser. Donc, ce qui change, c'est qu'il n'y a plus, comme c'est un pays tiers, effectivement, le Royaume-Uni, mais on n'est plus dans un échange de type IM ou EX quand on fait des déclarations. Ça, c'est effectivement des types de déclarations qu'on utilise avec d'autres pays tiers. Mais là, le Royaume-Uni ayant signé cette convention de simplification, on a une déclaration, que ce soit à l'export ou à l'import, de type EU, avec la Grande-Bretagne. Donc, on doit indiquer pays de provenance ou de destination GB et on verra un peu plus tard, mais avec l'Irlande, il n'y a pas de déclaration. Hein. Ce sera, on continue avec la déclaration d'échange de biens. C'est pas une déclaration en douane pour les échanges avec l'Irlande du Nord, d'accord? Donc ça, c'est la petite particularité. Dans le cas des échanges entre les territoires fiscaux spéciaux, le type de procédure EU est remplacé par la procédure CO, donc avec les DROM notamment, hein, les départements et régions d'outre-mer, la Guadeloupe, Martinique, Guyane. Donc ce sera ce type de déclaration qu'on utilisera. Et ensuite, dans Delta G, ces déclarations, on verra qu'on les applique avec notre système dématérialisé Delta G à la slide suivante. Donc, les formalités déclaratives, que ce soit à l'import ou à l'export, hein, elles se matérialisent systématiquement dans cet applicatif Delta. Donc, soit Delta G pour du fret général, soit Delta X pour du fret express. Il faut préciser que pour pouvoir utiliser Delta, il faut avoir signé une convention avec le bureau de rattachement. Donc, en l'occurrence, sur la zone de Bordeaux, ça va être le bureau de Bassins, le pôle de gestion de procédure de Bassins, avec lequel on signe une convention pour pouvoir utiliser
l'applicatif Delta. Alors bien souvent, ce sont les représentants en douane enregistrés qui valident ces déclarations dans Delta, mais une société qui internalise ces formalités de dédouanement peut tout à fait aussi utiliser l'applicatif Delta. Alors, on conseille systématiquement, attention, d'avoir quand même une mini-formation douane avant de pouvoir utiliser ces applicatifs, puisque ma collègue vous le disait, il y a quand même 54 données dans le DAU à intégrer. Donc, il faut quand même, pour ne pas être bloqué en plus, savoir quels sont les éléments précis à compléter dans cette déclaration. Delta, il est accessible par le système DTI, donc systématiquement, directement par le site douane.gouv.fr, vous pouvez intégrer vos déclarations sur Delta via ce système DTI, sans avoir d'habilitation spécifique, à part avoir signé une convention, bien sûr, d'accès à Delta. Et il est accessible par EDI quand vous utilisez un prestataire intermédiaire. Pour les entreprises qui ont des flux assez conséquents, généralement, on utilise le flux EDI. Donc, Delta, c'est important de savoir que vous avez la possibilité de saisir de façon anticipée les déclarations en douane jusqu'à 30 jours avant la validation de la marchandise, enfin de la déclaration. Elles peuvent être donc ces déclarations enregistrées par l'entreprise elle-même ou par un représentant en douane enregistré. Bien sûr, il faut garder à l'esprit que quand on utilise Delta, il faut aussi avoir un code, un crédit Trigo. Donc, il faut avoir mis en place des garanties auprès des recettes interrégionales qui vont vous permettre de l'impacter quand vous avez de l'importation avec des droits et taxes qui vont venir se greffer sur ce crédit et qui vont vous permettre d'avoir un paiement à échéance à 30 jours. Il faut aussi garder à l'esprit que quand on utilise Delta, quand on fait du dédouanement, on fait une déclaration douane, on s'engage à avoir un représentant sur le site de présentation de la marchandise qui va représenter l'entreprise et qui doit être titulaire d'un mandat de cette entreprise pour la représenter en cas de contrôle physique. Ça, c'est un élément qui est un petit peu oublié, mais il faut le rappeler puisque en cas de contrôle, il faut impérativement qu'une personne puisse représenter l'entreprise. Voilà. Donc, ensuite, quand on remplit, voilà, une déclaration en douane, c'était bon pour les slides, merci. Quand on remplit une déclaration en douane, il faut impérativement... alors, quelqu'un a le micro peut-être d'ouvert, si tout le monde peut fermer son micro, parce qu'on va sinon un petit peu... voilà, merci. Donc, quand on fait une déclaration en douane, il y a des choses impératives à connaître. On parle de fondamentaux douaniers, puisque dans le cadre des formalités avec le Royaume-Uni, vous allez faire une déclaration en douane. Et donc, pour déterminer le traitement douanier d'une marchandise et appliquer la réglementation, il y a 3 éléments essentiels qu'il faudra connaître. C'est l'espèce, l'origine et la valeur. Donc, sur ces éléments-là, vous allez pouvoir en fait vous former au fur et à mesure. Il y a beaucoup de choses aussi sur le site de la douane qui peuvent vous aider, mais il faut se rappeler que les pôles action économique sont aussi là pour recevoir les entreprises en entretien individualisé. Donc, c'est fait partie des choses sur lesquelles on peut vous aiguiller. Alors, les 3 éléments essentiels à connaître, hein, l'espèce, l'origine, la valeur. L'espèce, c'est le code douanier qui est donné à chaque marchandise. Toute marchandise doit avoir un code douanier, une nomenclature tarifaire. Donc ça, l'espèce, c'est la traduction douanière de la désignation commerciale de la marchandise. Elle se trouve en case 33 du DAU, donc du document administratif unique. C'est un code à 10 chiffres au niveau européen. Ce code à 10 chiffres, il est commun à tous les pays de l'Union européenne et il est basé sur un SH4, hein, un code tarifaire à 6 chiffres, qui est celui de la position du système harmonisé et qui est applicable au niveau mondial.
Voilà, donc ce classement tarifaire des marchandises, il est déterminant pour pouvoir appliquer la fiscalité sur les produits à l'importation. Donc les fiscalités, ça va être les droits de douane, les droits anti-dumping, les taxes affectées. Autrefois, on appelait ça taxe parafiscale. Mais cette espèce, ça va être aussi utile pour pouvoir appliquer les mesures de prohibition ou les mesures normatives qui s'appliquent à l'importation sur les produits. Donc, on va pouvoir rechercher cette nomenclature tarifaire dans l'applicatif RITA sur le site de la douane en ligne, ou alors, si vraiment on a un produit qui est difficile à classer, on peut solliciter, ma collègue vous en parlera plus loin, on peut solliciter le RTC, renseignement tarifaire contraignant, vraiment qui est un outil pour sécuriser vos opérations de dédouanement. Dans ce deuxième élément, en fait, qui est important, on parle aussi de valeur, que je vais voir après, mais l'origine, c'est un point déterminant. Alors, l'origine, on en parlera un peu plus quand on fera notre deuxième webinaire mardi prochain. On fera un focus sur les règles d'origine à proprement parler. Mais ce qu'on peut dire aujourd'hui sur l'origine, c'est que toutes les marchandises ont une origine non préférentielle. Ou une origine de droit commun, c'est la nationalité au sens douanier de la marchandise, en fait. Souvent, c'est son lieu de production ou de fabrication selon les règles d'origine. Et cette marchandise, elle peut aussi avoir une origine préférentielle en fonction des accords que l'Union européenne a conclus avec un certain nombre de partenaires. Il y a deux notions différentes qu'il ne faut pas mélanger, en fait, qui sont importantes de connaître à minima. C'est la notion de provenance, c'est-à-dire qu'une marchandise, elle a une notion géographique par rapport à son flux physique. Une marchandise qui a été transbordée, elle ne change pas d'origine, en fait. Le transbordement, ce n'est pas suffisant pour donner une origine. La provenance, c'est vraiment le flux physique qui est différent de son lieu de production. Le statut de la marchandise est également important. On va parler de statut de marchandise union, statut de marchandise non union. Alors, le statut, il s'acquiert au moment de l'importation dans l'Union européenne. Quand une marchandise est mise en libre pratique, elle acquiert le statut de marchandise union. Alors, la mise en libre pratique, on le rappelle, c'est le paiement des droits de douane, pas la TVA. Quand on a la TVA en plus, on va parler de mise à la consommation. Voilà. Donc, mise en libre pratique, paiement des droits de douane, on acquiert le statut de marchandise union. Ça va lui donner le droit, en fait, de circuler sur tout l'Union, sur tout le territoire de l'Union européenne, jusqu'à son pays de destination, qui sera le pays de consommation. Voilà pour ces deux notions-là. On va regarder un peu plus en détail la valeur à la slide suivante, s'il vous plaît, parce que ça, c'est un élément qui est sujet à la question régulière. Alors, la détermination de la valeur en douane. La valeur en douane des marchandises, elle est retenue dans la majorité des cas sur la base de la valeur transactionnelle. Donc, elle est prévue par des méthodes d'évaluation qui sont reprises dans le Code des douanes de l'Union et dans les règlements d'exécution. Mais à 90% du temps, on utilise la valeur transactionnelle, donc la valeur facture, pour déterminer la valeur en douane. Ce qui est important de se rappeler, c'est qu'en fait, cette valeur en douane, elle doit correspondre au prix payé ou à payer, donc c'est-à-dire au coût qui est réellement supporté par l'acheteur, en fait, pour l'importation des marchandises. Donc attention, parce que parfois ce coût, il peut être supérieur, en fait, au coût facturé. Sur une facture, tous les éléments à reprendre dans la valeur en douane ne sont pas nécessairement mentionnés, donc il faut penser à les rajouter. La valeur en douane, c'est un élément qui fait l'objet de contrôle, donc attention à fiabiliser vos opérations aussi à ce niveau-là. Donc à l'importation, cette valeur, elle est déterminée au premier point d'introduction dans l'Union européenne. Donc là, les incoterms vont être utiles à utiliser puisque
En fonction de l'incoterm utilisé, il faudra ajouter les frais de transport, les frais d'assurance qui ne seront pas forcément inclus sur la facture. Et il faut aussi penser que on peut avoir des droits de licence qui seront des éléments à rajouter sur la valeur en douane. Si vous avez un flux sans qu'il y ait de vente, on ne pourra pas utiliser la valeur transactionnelle puisqu'il n'y aura pas de facture définitive en fait. Donc dans ce cas-là, on doit quand même déterminer la valeur en douane, même s'il n'y a pas de vente, puisqu'il y aura une déclaration, donc il faut qu'il y ait une valeur d'indiquer. Pour ça, on ira recourir aux méthodes d'évaluation qui sont dites secondaires, et donc pour lesquelles vous avez le choix par ordre entre les méthodes d'identification de la marchandise similaire, déductive, on peut utiliser la valeur calculée ou celle du dernier recours. Voilà, ça c'est des éléments qu'on pourra utiliser à l'aide d'une facture pro forma pour le coup, puisque là il n'y aura pas de vente, donc cette facture pro forma, elle nous servira à déterminer la valeur quand même. Mais voilà, il faut savoir que même quand il n'y a pas de vente, on doit déterminer la valeur en douane sur une déclaration en douane. C'est un élément important. Alors là, on voulait faire un petit focus sur, petite précision sur les frais de transport aérien. Récemment, en fait, on a eu quelques précisions qui nous précisent que le Royaume-Uni est rattaché donc dans la zone Q pour les frais de transport aérien, ce qui inclut en fait une intégration de 5% du montant total des frais de transport aérien dans la valeur en douane. Donc, ces frais de transport, en fait, ils font partie d'une annexe. Ils sont repris sur une annexe, en fait, qui vous est mentionnée sur le slide et qui reprend par zone, voilà, le pourcentage des frais de transport aérien à inclure dans la valeur en douane. Voilà, c'était juste une petite précision parce que le transport aérien, c'est aussi un vecteur de transport pour nos échanges entre le Royaume-Uni et puis la France. Alors, je vous parlais des incoterms, on va passer à la slide suivante sur les incoterms, qui sont donc un élément déterminant pour la valeur en douane. Donc, ces incoterms, ils sont définis par la Chambre de commerce international et ils sont révisés tous les 10 ans. Bon, tous les 10 ans, ils sont révisés pour refléter un peu l'ensemble des pratiques du commerce international et prendre en compte les modifications. Donc, ces règles d'usage, en fait, des incoterms, elles sont importantes puisqu'elles permettent de codifier les conditions de livraison des marchandises entre l'acheteur et le vendeur. Elles permettent de prévoir la répartition des coûts de transport et elles permettent de prévoir le lieu de livraison qui est important et qui représente en fait le point de transfert des risques entre le vendeur et l'acheteur. Donc, les incoterms sont un élément déterminant de la valeur en douane puisque la valeur en douane, on l'a dit, elle est appréciée au premier point d'entrée dans le territoire de l'Union et il faut penser à rajouter les frais d'assurance de transport à cette valeur en douane, si ce n'est pas inclus en fait sur la facture. Et ce qu'il faut savoir, parce qu'on a beaucoup de questions quand même sur les incoterms, en fait, il n'y a aucune obligation pour les vendeurs d'assister leurs clients pour les formalités d'exportation, d'importation. Après, c'est un usage commercial entre les deux parties, mais il n'y a aucune obligation. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en fonction de l'incoterm que vous utilisez, vous êtes tenu de respecter certaines formalités ou pas, de prendre en charge les frais de transport ou pas. Là, le retour qu'on a des opérateurs, parce que beaucoup d'opérateurs travaillent avec l'incoterm ex-work à l'international, ce qu'on déconseille, ce qui est déconseillé par la Chambre de commerce internationale. Acheter en ex-work au Royaume-Uni pour une entreprise française, c'est difficile. Acheter en DDP aussi, parce qu'il y a les
formalités à accomplir. Donc, on va voir un peu plus, mais ce qui est préconisé en fait aujourd'hui, c'est de travailler avec les incoterms DAP et DPU. Après, c'est des contrats commerciaux, les incoterms, chaque opérateur prévoit son contrat et ses formalités. Au niveau douanier, il n'y a aucune exigence, c'est un contrat commercial, hein, l'incoterm. Donc, nous, on conseille, sur la base des éléments de la Chambre de commerce, de ne pas utiliser à l'exportation l'incoterm ex-work qui, lui, impose effectivement le moins d'obligations aux vendeurs. Puisque son unique responsabilité, c'est d'emballer les marchandises et de les mettre à disposition de l'acheteur dans ses propres locaux. Sauf qu'on s'aperçoit que beaucoup d'opérateurs utilisent cet incoterm-là, mais en plus chargent les marchandises dans les camions, donc ce qui n'est pas prévu par l'incoterm. Alors, ce n'est pas interdit, mais attention au transfert de responsabilité. En cas de casse, il faut voir qui est responsable dans ce cas-là, et vous n'êtes pas tenu de le faire. On déconseille cet incoterm à l'exportation. On demande à le réserver uniquement pour les échanges nationaux ou régionaux parce que à l'exportation, cet incoterm ne vous permet pas de maîtriser les opérations douanières. Vous n'établissez pas les déclarations en douane, vous n'êtes donc pas en mesure d'avoir votre retour de déclaration en douane. On verra que c'est important d'avoir sur votre déclaration la mention ECS sortie parce que vous devez avoir votre justificatif de sortie de marchandises quand vous exportez pour pouvoir justifier de la facturation hors taxe de vos marchandises. Vous exportez, vous facturez hors taxe, il faut prouver que votre marchandise, elle a été réellement exportée. Avec l'utilisation de cet incoterm-là, vous ne maîtrisez pas vos opérations douanières, vous n'avez pas souvent, vous avez du mal à récupérer la copie de la déclaration en douane avec votre preuve de sortie. Donc, on déconseille. La Chambre de commerce préconise l'incoterm FCA à la place, qui peut être FCA locaux du vendeur ou FCA lieu d'embarquement. C'est possible aussi. Là encore, il n'y a pas d'obligation, mais sachez que c'est incoterm ex-work, vraiment, on le déconseille. Ce qui est conseillé vraiment au niveau international, c'est les incoterms DAP et DPU, juste DAP donc rendu au lieu de destination, DPU rendu au lieu de destination déchargé. Voilà, il faut juste savoir que ces deux incoterms-là sont plutôt privilégiés pour les opérateurs. Alors, je vais repasser la parole à ma collègue. On va un peu plus se dérouler sur les formalités, comment on prépare son dédouanement. Donc oui, comment on prépare ce développement? Donc on va passer directement sur la slide suivante. Alors, tout au long de cette partie, vous verrez en bas à gauche, pardon, de votre slide, cette liste qui est nécessaire pour préparer votre dédouanement avec coché en fonction de la progression dans la préparation de votre dédouanement. Donc, on va voir en premier le fameux numéro EORI. Ensuite, il y aura le remplissage de la déclaration, la consultation pour les droits et taxes, la réglementation particulière pour certains biens, qui va faire le transport de mes marchandises. Et ensuite, on va faire la fiabilisation de votre dédouanement à l'export et préparer votre dédouanement à l'import. Donc voilà, de manière ramassée, les différents points que l'on va voir. Alors, slide suivante. Pourquoi on a fait un développement sur ça? Parce que nous avons énormément d'appels et de mails sur comment je fais le fameux numéro EORI. Donc, ce numéro EORI, en fait, c'est un numéro qui vous permet d'échanger avec un pays tiers et donc c'est ce fameux numéro unique d'identifiant communautaire, ce que vous avez écrit. Il permet d'identifier chaque opérateur dans ses relations avec les autorités douanières. Ce numéro EORI est un numéro unique délivré à une société. Il est indispensable donc dans votre cas pour exporter les produits vers le Royaume-Uni, mais pour importer les marchandises britanniques. La présentation visuelle du
numéro EORI se fait sur la base du SIRET avec un FR. Alors là, les numéros qu'on vous a indiqués sont des numéros fictifs. Hein. FR quelque chose et vous avez tout votre SIRET de votre société après. L'interrogation, c'est « Ah mais oui, il me semble que j'avais un numéro EORI ». Le document que vous avez, qu'on vous communiquera sous forme de PDF, vous aurez des liens actifs. Ça va vous permettre de vous connecter sur le site de la douane où vous allez rentrer votre numéro de SIRET et cliquer sur rechercher pour savoir si effectivement on vous avait délivré un numéro EORI. Au niveau de la procédure du numéro EORI, c'est une demande qui se fait en ligne via le téléservice Soprano EORI. Non, c'est la slide, pardon, Madame Lebois, voilà. Via le téléservice Soprano EORI. Ce téléservice, vous avez deux possibilités pour y accéder. Soit vous avez le statut d'opérateur douane, et à ce moment-là, en tant qu'administrateur douane, vous allez pouvoir directement sur votre SIRET demander un numéro EORI. Soit vous n'avez pas ce statut et vous pouvez utiliser le service Soprano AS, qui veut dire accès simplifié. Dans tous les cas, nous, on privilégie la demande par la plateforme Soprano, c'est-à-dire dématérialisée, parce que systématiquement, on va avoir une alerte pour nous dire une demande a été déposée. Alors que si vous nous faites une demande écrite, que vous scannez, alors déjà, il y a le problème de la lecture de vos chiffres et de vos lettres. Et le fait que le traitement dans la boîte aux lettres fonctionnelle peut être un peu allongé. Avec les alertes suite à votre demande dans Soprano ou EORI, vous avez une réponse maximum sous 48 heures. D'accord? Donc, c'est quand même assez rapide. Juste une remarque, il se peut, alors je ne sais pas s'il y en a parmi vous, il se peut qu'un opérateur britannique, donc une société anglaise, puisse avoir besoin d'un numéro EORI FR1. Dans ce cas-là, on pourra le communiquer ultérieurement, et vous l'avez sur le site de la douane, un formulaire dédié est disponible en ligne et à renvoyer exclusivement à une adresse mail dédiée. D'accord? Donc, si vous êtes une entreprise anglaise et que vous avez besoin d'un numéro EORI FR, contactez-nous, on vous donnera la marche à suivre, c'est-à-dire le formulaire et l'adresse mail à laquelle il faut le renvoyer. Voilà ce qu'on voulait vous dire sur le numéro EORI français. On va passer à la slide suivante sur le numéro EORI anglais, UK. La question qu'il faut vous demander, c'est est-ce que vous avez besoin de numéro EORI UK? En fait, vous en avez besoin dans deux cas. Si vous avez une filiale au Royaume-Uni et que vous exportez des biens de France vers cet établissement, premier cas, ou si vous établissez vous-même les deux déclarations, importation et exportation. Dans ces cas-là, il vous faut demander un numéro EORI UK. Dans ce cas-là également, la douane française n'intervient pas. Il vous faut aller sur le site du gouvernement britannique, on vous a mis l'adresse, et faire la demande en ligne sur le site britannique. Au niveau des délais annoncés par le site britannique, entre la réception de votre demande et le traitement de votre demande, c'est affiché 5 jours. Donc, en gros, il vous faut vous y prendre une semaine avant si vous avez besoin, dans ces deux cas de figure, du numéro EORI anglais. Voilà. Donc voilà, donc là on a fait le premier point, j'obtiens mon numéro EORI, on passe à la slide suivante. Le deuxième point à checker, c'est je décide qui remplira mes déclarations en douane. Au niveau des formalités de donnement, vous pouvez avoir le choix entre deux possibilités. Soit vous avez internalisé vous-même votre douane et vous faites vous-même en interne vos formalités douanières, soit vous passez par un prestataire agréé par la douane, le fameux représentant en douane enregistré, qui va effectuer les démarches à votre place. Donc, le représentant en douane enregistré, slide suivante, c'est un professionnel. D'accord? C'est pas juste un titre, c'est un professionnel qui permet de faire le lien entre l'exportateur, le service des douanes et l'importateur. On vous a remis également la réglementation concernant les représentants en douane enregistrés, la faculté que vous avez de désigner un représentant en douane enregistré et son rôle. Qu'est-ce qu'il fait? Le représentant en douane enregistré s'assure de la recevabilité de votre dossier d'un point de vue réglementaire.
Il réalise pour vous les procédures d'importation et d'exportation. Il transmet les informations aux autorités douanières et il établit donc le calcul des droits et taxes. Donc voilà, ça, c'est le rôle du représentant en douane enregistré. Attention, votre relation avec le représentant en douane enregistré est une relation commerciale. Vous avez un contrat avec lui pour qu'il vous représente et qu'il fasse le dédouanement à votre place. Comme tout professionnel, le RDE a des obligations et on vous a mis le lien pour aller consulter les obligations qui incombent aux représentants en douane enregistrés. Pourquoi on insiste sur ça? Parce que quand bien même vous avez un représentant en douane enregistré, cela ne veut pas dire que vous ne fassiez plus rien. Et slide suivante. L'exportateur, c'est bien vous, quand bien même votre représentant en douane enregistré fait les papiers. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand bien même vous avez un représentant en douane enregistré, n'oubliez jamais que vous êtes toujours responsable fiscalement, juridiquement et douanièrement de vos opérations douanières. Et tant que la marchandise n'a pas quitté le territoire douanier de l'Union européenne, vous devez vous assurer de savoir où elle est, quand bien même vous passez par un prestataire, le représentant douane enregistré. Donc, nous avons fini là sur l'aspect, le deuxième point sur je prépare mon dédouanement. Je vais repasser la parole à ma collègue sur la consultation des droits et taxes. Alors, toujours dans le cadre de la préparation de vos opérations de dédouanement, en fait, il faut aller consulter les droits qui sont applicables à l'importation de votre produit. Alors, pour consulter les droits et taxes, il y a plusieurs sites qui existent, mais notamment celui qui est très fonctionnel de la Commission européenne, donc qui est Access to Market, et qui succède à Market Database, en fait, qu'on utilisait, qui permet de connaître quels sont les droits et taxes qui sont applicables à votre marchandise à l'importation, alors au Royaume-Uni, mais ça finalement peut être pour tous les pays vers lesquels vous exportez. Sur ce site-là, vous avez une vidéo qui vous explique assez facilement les modalités de consultation. Donc, on vous l'a mis sur la vidéo, vous pourrez regarder ultérieurement. Alors, à la slide suivante, en fait, on voit que le visuel de ce site Access to Market, c'est un site vraiment qui a vocation à aider les entreprises dans leur formalité de dédouanement. Il permet effectivement de consulter les droits et taxes applicables, mais pas uniquement. Il y a aussi toute une partie qui vous permet de consulter les règles d'origine. En bas du visuel Access to Market, vous voyez une planète avec quelques éléments sur lesquels vous pouvez aller cliquer et chercher des informations sur les règles d'origine, sur les règles applicables à certains produits comme des restrictions, des normes, sur les procédures douanières, mais aussi sur les statistiques. Voilà, vous avez des onglets qui vous permettent d'aller glaner des informations utiles. Et il y a notamment un outil d'auto-évaluation des règles d'origine qui est assez bien fait pour s'aguerrir un peu sur les règles d'origine ou aller vérifier des éléments si on a des doutes. Et donc, en fait, c'est via ces onglets-là que vous pouvez y accéder. Alors, à la slide suivante, on va voir que donc, dans le cadre de l'accord de commerce qui a été conclu entre le Royaume-Uni et la France, enfin la France et l'Union européenne, pardon, pas uniquement la France, vous allez pouvoir aussi consulter quelle est la fiscalité applicable, parce que parfois, ça ne va pas être utile de faire valoir les règles d'origine. Il faut d'abord aller voir si votre produit est soumis ou pas à taxation. Donc, on le verra un peu plus en détail, cet accord, mardi prochain, quand on fera la présentation générale des règles d'origine et de l'accord. On rentrera un peu plus en détail. Là, on va un peu survoler, mais simplement, c'est un accord qui est important parce que 120 000 entreprises françaises aujourd'hui commercent avec le Royaume-Uni et le volume des échanges est tellement important que cet accord-là, il était crucial en fait pour les échanges commerciaux. Il faut savoir que la France, elle a une valeur de livraison à l'exportation de plus de 21 milliards et
des ventes de plus de 34 milliards. En fait, l'excédent que la France a avec le Royaume-Uni, il est de 13 milliards et c'est notre premier excédent commercial. Donc forcément, l'accord de commerce, on le regarde de près et il est utile pour nos entreprises qui exportent à destination du Royaume-Uni. Au niveau de l'Europe aussi, c'est très important puisque c'est le Royaume-Uni, c'est le deuxième plus grand marché d'exportation de l'Union européenne. Donc en fait, c'est une zone qui a une forte intensité au niveau des échanges et sur laquelle on est voilà, très sollicité par les opérateurs. Donc cet accord-là, on le détaillera la semaine prochaine quand on fera l'origine, mais simplement savoir que un accord, ça prévoit des règles d'origine, ça prévoit quand on veut faire valoir l'origine préférentielle des marchandises qui vise à avoir au final une taxation moindre ou à zéro du produit quand il est importé dans le pays destinataire. Il y a des règles d'origine à faire prévaloir et avant de les mettre en avant, de solliciter l'origine préférentielle, il faut vérifier si le produit est soumis à taxation ou pas. Donc à la slide suivante, vous verrez que quand vous allez sur ce site Access to Markets, quand vous rentrez votre code SH, le pays d'origine et le pays de destination, vous allez avoir les taux de taxation qui s'affichent. Donc le taux MFN, ça correspond au taux qui est pratiqué à titre général pour toutes les marchandises. C'est l'équivalent de notre TEC en fait, hein, tarif extérieur commun. Donc dans cet exemple-là, vous voyez que le taux extérieur il est de 10% et pour un produit qui a l'origine préférentielle Union européenne, donc EU sur la slide, le taux est à 0%. Donc là, dans ce cas de figure, évidemment, on a tout intérêt à faire prévaloir l'origine préférentielle Union européenne de notre produit pour qu'il soit taxé à 0 plutôt qu'à 10% à l'entrée du Royaume-Uni. Alors apparemment, une fausse idée a circulé, le fait qu'il y ait un accord avec le Royaume-Uni, donc il n'y avait pas de formalité. Bon, c'est toujours faux. Il y aura quand même une déclaration en douane, même si le taux de taxation il est à 0%, il faudra quand même faire la déclaration en douane. On préfère le préciser parce que visiblement, il y a eu quelques incompréhensions. Donc cet accord de commerce, il est important parce qu'en fait, là, on voit que parfois, certains produits sensibles sont taxés à 10%. La moyenne générale du taux de droit de douane du tarif britannique, il est de 5%. Donc avec des taux qui peuvent être élevés. Donc on a tout intérêt à vérifier si notre produit il est soumis à taxation à l'entrée du Royaume-Uni. Si on peut lui accorder l'origine préférentielle Union européenne, dans ce cas, effectivement, il faudra solliciter ce régime-là. Alors, à la slide suivante, voilà, on verra que quand on consulte le taux de taxation et que le taux extérieur MFN est à 0%, même s'il y a un accord avec l'Union européenne, inutile de solliciter l'origine préférentielle du produit. En fait, s'il est taxé à 0%, ça ne vous servira pas d'indiquer dans la case 36 du DAU le code 300 origine préférentielle. Après, parfois, ça peut être demandé par le client quand même. Bon, là, c'est commercial, à vous de voir. Mais au niveau douanier, ça n'a pas trop d'intérêt. Sur cette préparation de votre dédouanement, dans la continuité des choses à faire avant de dédouaner, il faut s'assurer que votre marchandise n'est pas classée dans les marchandises sensibles. Parce qu'attention, on verra après que tout le système de la frontière intelligente, il est basé sur une anticipation du dédouanement pour éviter un blocage des marchandises, pour fluidifier ce passage à la frontière. Donc si vous avez des marchandises sensibles, il ne faut pas qu'elles soient dédouanées et transportées avec des marchandises non sensibles, parce que là, s'il y a un contrôle, c'est tout le camion qui est bloqué. Donc,
on vous demande vraiment de préparer votre dédouanement en amont. On a encore des opérateurs qui nous appellent parce qu'ils veulent exporter des armes ou des produits sensibles vers le Royaume-Uni. Il n'y a pas d'autorisation, il n'y a pas de nomenclature précise. Bon, là, voilà, vraiment, il faut préparer ce dédouanement. Et pour ça, il est impératif de vérifier si les marchandises que vous exportez ou importées sont des marchandises classées sensibles. Si elles sont sensibles, c'est des marchandises qui vont être soumises à autorisation obligatoirement. Donc, ça peut être des produits liés à la santé, ça peut être des produits sanitaires, des armes, des produits pyrotechniques, des biens soumis à double usage, etc. Pour savoir si votre produit rentre dans cette classification, il faut d'abord identifier vos marchandises transportées avec la nomenclature, l'espèce dont on a parlé tout à l'heure. Il faut vérifier si les autorisations que vous aviez précédemment sont encore valables, puisque il faut que ce soit prévu pour l'exportation, puisque le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Il faut prendre le temps de demander les nouvelles autorisations qui sont délivrées dans un certain délai. Ça, il faut le prendre en compte pour ne pas se retrouver bloqué à la frontière sans avoir d'autorisation à jour. Et il faut donc faire attention à ce groupage. Attention à ne pas mettre dans les mêmes unités de transport des marchandises qui pourraient faire un stop au service CIVEP et des marchandises qui ne sont pas sensibles et qui, pour le coup, seraient bloquées en même temps que les autres marchandises. Voilà. Alors, on a une liste qui est une annexe à la fiche 6 qui a été diffusée dans une note aux opérateurs, qui est la note 276 du 16 décembre. Et cette liste-là, elle liste en fait tous les produits qui peuvent être jugés marchandises sensibles. Par exemple, les ustensiles de cuisine, parce qu'ils contiennent des procédés qui sont soumis à analyse laboratoire, les biberons au bisphénol. Voilà, il y a des choses pour lesquelles on ne pense pas forcément, mais qui sont considérées comme marchandises sensibles. Donc, pensez bien à vérifier au préalable, avant toute opération douanière, que votre marchandise est classée ou pas en marchandise sensible. Ensuite, on voulait vous parler des palettes. On a encore des opérateurs qui sont surpris parce que pour exporter, importer au Royaume-Uni, vous avez obligation aujourd'hui d'utiliser des palettes qui sont classées NIMP 15. Donc en fait, ces palettes, elles doivent répondre à des normes internationales de mesures phytosanitaires qui sont internationales et qui sont mises en place pour empêcher le transport et la propagation de maladies dans ces palettes et avec des insectes qui pourraient affecter en fait les plantes et l'écosystème des territoires sur lesquels ils sont importés. Donc sachez simplement que vous devez utiliser des palettes estampillées NIM 15 qui répondent à cette norme pour pouvoir importer, exporter au Royaume-Uni. Donc il est conseillé aux opérateurs d'avoir un flux d'approvisionnement suffisant pour pouvoir avoir un roulement dans leur transport avec les marchandises qui sont à destination ou en provenance du Royaume-Uni. Pour les emballages, c'est pareil, il y a un petit point à vérifier. Je vais repasser la parole à ma collègue qui va vous parler un peu des emballages, comment ça fonctionne avec le Royaume-Uni. Tout à fait. Alors, on va voir, donc c'est la slide que vous avez à l'écran. Vous avez ce qu'on appelle les emballages réutilisables tiers. Alors, l'emballage, qu'est-ce que c'est? L'emballage, c'est un contenant intérieur et extérieur. C'est ce qui sert au conditionnement et au support des produits et marchandises. Ne sont pas considérés comme emballage les engins de transport, palettes, containers et les matériels et accessoires de transport. Ça, c'est pour la notion d'emballage. La notion d'emballage réutilisable, ça peut être les caisses navettes en sous-traitance ou les emballages consignés. Donc, ici, sur ce slide, vous avez, donc c'est uniquement les emballages réutilisables tiers. On a du flux à l'import et du flux à l'export. Dans chaque cas, on peut avoir un emballage importé plein ou importé vide, réexporté plein ou réexporté vide. Donc, on vous a mis le détail de tout à chaque fois. Maintenant, il convient de solliciter le régime de l'admission temporaire à l'importation d'emballages tiers ou le régime des retours si vous réimportez des emballages communautaires, on va le voir après.
Alors, vous pouvez faire les formalités de manière simplifiée par une simple mention sur la déclaration en douane en case 31 de votre, 31 pardon, de votre déclaration en douane en indiquant AT, admission temporaire, emballage, les numéros et les quantités. Vous pouvez faire aussi une déclaration verbale sur un formulaire séparé. Une fois que ces éléments, soit en case 31, soit le formulaire séparé, sont validés, vous obtenez généralement votre bon à enlever, votre fameux BAE. Ces éléments, donc la mention sur la déclaration en douane ou la déclaration verbale, sont à conserver pour justifier en cas de contrôle douanier le fait que vous pouviez utiliser dans votre flux international ces emballages. Également, juste une précision avant de passer à la slide suivante, au niveau des emballages, il faut faire attention au marquage. Nous vous conseillons de faire une identification inaltérable de vos emballages avec une numérotation ou une codification qui empêche l'existence d'emballages dits doublons, c'est-à-dire où vous avez deux fois la même typologie sur votre emballage. On vous recommande également de faire des marques indélébiles et non amovibles pour sécuriser vos emballages. Donc, admission temporaire au régime des retours pour les emballages réutilisables tiers. Slide suivante, les emballages réutilisables UE. Qu'est-ce qu'un emballage UE ou un emballage communautaire? C'est tout simplement un emballage acheté TTC dans l'Union européenne ou un emballage importé et mis en libre pratique dans l'Union européenne. Dans ce cas-là, on utilise, donc toujours pareil, on est à l'export ou à l'import, peu importe, exporter plein, exporter vide, réimporter plein, réimporter vide. Donc je vous laisse regarder le détail sur ces emballages. Pour ce qui concerne le régime des retours, vous avez deux possibilités. Soit les emballages portent des marques indélébiles et non amovibles qui vous permettent d'identifier une personne établie dans l'Union européenne et cette personne qui a à la disposition de la douane tous les éléments attestant du statut UE des emballages. Ça, c'est la première possibilité. Donc, j'ai bien un emballage où dessus, on sait qu'il m'appartient parce que le marquage est fait de manière indélébile et inamovible et que par ailleurs, j'ai les preuves comme quoi je sais, c'est mon emballage est bien un emballage UE, soit que je l'ai acheté TTC dans l'UE, soit que je l'ai importé, mis en libre pratique dans l'UE. Donc, sous-entendu, j'ai payé tous les droits et taxes inhérents à mon emballage. Soit on ne peut pas identifier la personne établie comme il faut, mais les emballages portent des marques indélébiles et non amovables et vous êtes titulaire d'une autorisation de régime des retours. Donc, cette autorisation de régime des retours, c'est un formulaire que vous pouvez demander à votre bureau de douane et consulter sur le site de la douane avec, bon, il y a toute une série, on ne vous a pas, excusez-moi, on vous a pas indiqué ici parce qu'on rentrait trop dans le détail, avec des conditions à remplir et des documents à donner. Donc, cette autorisation des régimes de retour est à solliciter auprès de la douane. Voilà. Donc, c'est les deux possibilités pour utiliser le régime des retours pour les emballages réutilisables Union européenne. Donc, on en a fini là, avec l'aspect emballage réutilisable. On passe à la slide suivante. Donc, on continue à, pardon, à dérouler la petite liste de choses à faire. Donc, c'est je décide qui assurera le transport de mes produits. Ici, le transport de vos marchandises, vous avez le choix. Soit vous transportez vous-même vos marchandises, soit vous passez par un prestataire externe, votre représentant en douane qui sera en charge également, en plus de la douane, de vous transporter la marchandise, soit c'est un accord que vous avez avec votre fournisseur ou votre client qui prendra en charge le transport des marchandises. Donc, comme vous l'a dit ma collègue, pour l'utilisation d'un prestataire externe type RDE ou votre fournisseur, votre client, dans ces deux derniers cas, ce sont des options qui relèvent de vos contrats commerciaux. Faites bien attention dans la manière dont vous rédigez vos contrats commerciaux.
parce que dedans vont apparaître, être indiquées les conditions du transport et les conditions dans lesquelles on va vous restituer les documents administratifs et douaniers dont vous aurez potentiellement besoin en cas de contrôle. On continue à dérouler et on passe à la slide suivante. Avant-dernier point, je fiabilise mon dédouanement à l'export. Ici, c'est l'aspect sûreté qu'on a voulu vous développer avec le fameux export control system. Toutes marchandises doivent être accompagnées jusqu'au point de sortie douanier de l'Union européenne. Pour cela, vous avez un document d'accompagnement export, le fameux Export Accompanying Document, EAD, ou si la façon dématérialisée a bugué ou n'a pas fonctionné, vous avez la procédure secours, c'est le fameux exemplaire 3 du DAU papier. En fait, et c'est pour ça que ma collègue insistait sur les incoterms, en tant qu'exportateur, vous êtes tenu de suivre les opérations d'exportation et de sécuriser la chaîne logistique de manière à ce que les formalités soient correctement effectuées. Parce que sur la déclaration en douane, quand bien même vous passez par un représentant en douane enregistré, ce qui est important, c'est la case exportateur. En cas de problème, on se tournera vers l'exportateur. D'accord? Donc, faites-y bien attention. L'ECS, en fait, on va rentrer dans l'applicatif la notification de l'arrivée de la marchandise au bureau de douane. Une fois qu'il est rentré, ça veut dire qu'on va pouvoir potentiellement contrôler. Et donc, c'est à ce moment-là, il y aura quelque chose qui vous indiquera qu'il y a un contrôle. Mais également, on va pouvoir valider le passage en bureau de douane. Et une fois que votre marchandise a été validée, donc ça veut dire que la sortie est indiquée dans ECS, ça remonte dans l'applicatif Delta et vous avez le fameux ECS sortie qui prouve que votre marchandise a bien quitté le territoire douanier de l'Union européenne. C'est cette ECS sortie qui permet de justifier d'un point de vue fiscal que vous avez exporté la marchandise et que donc vous n'êtes plus redevable de la TVA puisqu'elle a quitté le territoire douanier de l'Union européenne. Donc, tout ça, faites-y bien attention dans vos contrats commerciaux et dans le suivi de votre marchandise que vous envoyez. Autre élément, c'est la slide suivante qui permet pour vous de sécuriser vos flux pour éviter tout blocage. Vous en avez, donc on vous a listé ce que vous disiez au tout début de l'intervention, ma collègue, espèce, origine, valeur. L'espèce, il vous faut savoir de quelle espèce, entre guillemets, relève votre marchandise. Si vous avez un doute ou des difficultés du fait de la complexité et des composantes de votre marchandise, vous pouvez utiliser ce qu'on appelle le RTC, le fameux renseignement tarifaire contraignant. Ce RTC, vous faites la demande en ligne, pareil. Vous avez toutes les informations nécessaires sur le site de la douane qui vous permettent de savoir qu'est-ce qu'il vous faut communiquer à la douane pour pouvoir établir un classement tarifaire de votre marchandise. L'avantage du RTC, c'est qu'une fois qu'il est délivré par la douane, il lie également la douane, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se dédire. On vous a dit, votre marchandise se classe à tel niveau. Ben, quand vous allez dédouaner, vous allez utiliser le RTC que vous avez formulé et pour lequel on vous a apporté une réponse. Et donc, on ne pourra pas vous dire, ah ben non, c'est un mauvais classement tarifaire. Ben non, on a un RTC, donc mon classement tarifaire, il est bon et on ne peut pas revenir me chercher dessus. Autre élément pour sécuriser votre flux, c'est, donc on a fait l'espèce, c'est l'origine. Le renseignement contraignant sur l'origine, RECO, pareil. Vous pouvez demander à ce que on établisse un renseignement contraignant sur l'origine, établissant l'origine de votre marchandise. Et enfin, espèce, origine, valeur. Vous avez également, qui est beaucoup moins utilisé, l'avis sur la valeur en douane. Cet avis sur la valeur en douane, en fait, vous permet de déterminer la méthode d'évaluation à appliquer à vos importations. Vous permet également d'identifier les éléments qui composent la valeur en douane de votre marchandise et donc finalement de simplifier les modalités dans votre déclaration en douane. Donc ces trois outils
sont à votre disposition sur le site de la douane, ou si vous, après vous avez davantage de questions, on pourra vous renseigner en entretien individuel, ce n'est pas la difficulté. Donc voilà, mais sachez qu'ils existent. Pour l'origine, ce fameux RECO, renseignement contraignant sur l'origine. Pour l'espèce, le fameux RETC, renseignement tarifaire contraignant. Et pour la douane, l'avis sur la valeur en douane. Slide suivante, et on a fini au niveau de la préparation de votre flux. Puisqu'on match le dernier point, je prépare mon dédouanement à l'import. Et là, c'est le pendant de ECS, Export Control System, dont on voulait vous parler, et c'est l'ICS, l'Import Control System. En matière de, je vous l'ai dit, en matière de sûreté sécurité, chaque opérateur a des obligations, notamment celui de déposer une déclaration en matière de sûreté sécurité, la fameuse ENS que vous avez écrit, d'expliquer là, l'Entry Summary Declaration. Elle doit être déposée dans l'import control system. Donc, cette ENS, qu'est-ce qu'elle comporte? On va retrouver dedans l'identifiant du redevable, c'est-à-dire votre numéro EORI, la nature des marchandises, le moyen de transport utilisé, avec notamment les plaques d'immatriculation. Également, le port d'arrivée et l'heure d'estimation, d'arrivée estimée. Cette ENS, elle est déposée par voie électronique, par une connexion certifiée douane, soit de vous-même, si vous êtes certifié par la douane, soit d'un professionnel qui dispose de cette connexion certifiée par la douane. Dans le tableau que vous avez à l'écran, on vous a mis les différents vecteurs maritimes, transport combiné, donc route, mer, route ou route, tunnel, route, l'aérien et le ferroviaire. Et on vous a mis en face également les délais maximum auxquels on peut déposer l'ENS. Et qui c'est qui doit le faire? Vous le voyez, généralement, c'est le transporteur qui va déposer l'ENS parce qu'il transporte la marchandise et il doit annoncer au plus tard, en fonction du timing qui est dans ce tableau, au plus tard 1 heure, 2 heures ou au moment du départ de l'aéronef suivant l'aérien, qui doit déposer dans l'ICS le fait qu'une marchandise va rentrer. Et donc, qu'est-ce que c'est que j'amène sur ce nouveau territoire douanier? Voilà ce qu'on voulait vous dire sur l'aspect import control system, sur l'aspect sûreté. C'est pour ça, de manière à ce que vous ayez connaissance de comment ça se passe, qu'est-ce qu'on vérifie. Je vais repasser la parole à ma collègue qui va maintenant vous développer ce que vous devez savoir à minima sur le fonctionnement de la frontière intelligente. Oui, alors justement, on va passer vite sur certains points parce que vous les connaissez sûrement, mais un petit rappel, hein, le contexte, c'est quand même 5 millions de poids lourds qui traversent chaque année la Manche, mer du Nord, et 80% de ce flux entre l'Europe continentale et le Royaume-Uni passe par seulement quelques points. Donc, c'était important pour conserver cette fluidité du passage aux frontières que l'administration des douanes développe un système qu'on nomme la frontière intelligente. On ne va pas revenir trop en détail dessus parce que je pense que ça, c'est connu, mais cette frontière intelligente, elle a vraiment pour but de stopper le moins de camions possible pour que seuls les moyens de transport qui n'ont pas fait les formalités douanières aient à s'arrêter ou ceux qui font l'objet d'un contrôle. Là, la frontière intelligente qui a été déployée donc, dans les Hauts-de-France, en Normandie et puis en Bretagne, jusqu'à aujourd'hui, on dénombre 230 000 unités de transport qui ont franchi ce point frontière et ça s'est bien passé. Quelques soucis qu'on va développer après pour justement ne pas reproduire ça. Cette frontière intelligente, donc, elle se base sur le système d'information Brexit, hein, qui est une interface informatique entre les systèmes des compagnies et entre les applicatifs douanières. Et donc, en fait, ça repose vraiment sur 3 fondamentaux, hein. L'anticipation des formalités douanières, on le répète, mais c'est vraiment une clé pour fluidifier ce passage en douane. Donc, l'anticipation, c'est la réalisation de la déclaration en douane avant que la marchandise parte.
Ensuite, cette marchandise, quand elle est sur le moyen de transport, que ce soit le ferry ou le tunnel, c'est là où on doit valider la déclaration. Pas après, pas avant, mais pendant le temps de transport, parce que ça permet, une fois qu'elle est validée, de déclencher les outils de ciblage. Et une fois que cette marchandise, elle est identifiée fil verte, fil orange, dès qu'il sort, même avant du mode de transport, le chauffeur saura s'il doit directement pouvoir aller livrer ou s'il doit faire un stop pour un contrôle. Voilà, donc c'est important de respecter cet ordre-là. Ensuite, ça repose aussi sur l'identification des moyens de transport, en fait. L'identification à leur arrivée sur l'infrastructure de départ, grâce aux plaques d'immatriculation. Ça permet également d'augmenter la rapidité du passage en point frontière, hein. Et donc tout ça, ça fonctionne grâce à l'automatisation des formalités. Donc en fonction de ce ciblage et des données analysées, flux vert, flux orange, pour que les moyens de transport puissent directement aller au point de livraison. Je ne reviens pas sur le système de la frontière intelligente parce que le temps passe, mais simplement à la slide suivante, je voudrais qu'on rappelle l'importance de la création de l'enveloppe logistique, donc qui va nous permettre de gagner du temps en regroupant les déclarations sous un seul code-barre. Ce code-barre, il est fondamental parce que ça va permettre l'appairage, donc entre la plaque d'immatriculation du moyen de transport et la déclaration ou les déclarations regroupées dans l'enveloppe logistique. Il faut savoir que c'est ce qui permet de fluidifier ce passage en frontière, en fait, hein. Là, vous avez un visuel où on voit bien qu'à l'importation, on a une déclaration d'importation, on la scanne. Si on a un tir, un carnet ATA, ou si c'est des marchandises soumises à contrôle phytosanitaire ou des produits de la pêche, là, on va faire un stop au bureau douane ou au centre CIVEP. Mais si on a déjà les formalités douanières de prête, on scanne et soit on va en contrôle, mais on le sait avant normalement, soit on livre directement, on ne va pas engorger les parkings pour stationner et attendre un passage en douane. Voilà, ça c'est le but. À l'export, c'est la même chose, hein. À l'export, si tous les documents sont prêts, on scanne cette déclaration avec la plaque, on fait l'appairage, hein, et soit on part directement, soit on part au bureau douane. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les camions à vide ou les envois postaux qui ne sont pas soumis à formalité à l'importation. À l'exportation, les camions à vide. Donc, dans ce cas de figure, il n'y a pas de formalité. Pour les autres, il y a forcément des formalités avant ou au moment de passer au bureau, mais l'essentiel, c'est de réaliser ces formalités en amont de l'arrivée au point frontière, hein, puisque là, on prend le risque d'allonger le temps de traitement forcément des modalités. Donc, le rôle important du chauffeur, on insiste, parce que là, il y a quelques erreurs d'aiguillage où les chauffeurs ne savent encore pas ce qu'ils ont à scanner. Ils ont un document avec un code-barre, ils vont le scanner. Pas de chance, ce n'est pas celui-là. À l'importation, ils scannent des déclarations d'exportation britanniques. Alors forcément, ça ne marche pas. Donc, ça allonge le temps de traitement de ces formalités. Donc, il faut vraiment que le chauffeur il sache quels sont les documents. Il faut qu'il ait l'ensemble des documents avec lui pour, s'il a un contrôle, directement pouvoir les montrer. Et il faut absolument que ce chauffeur il sache quel est son rôle. Donc, on va le rappeler après, mais il doit scanner les documents. Il doit savoir que s'il a un carnet un carnet ATA, il doit aller voir la douane. Voilà, s'il a des marchandises CIVEP, il va faire un stop au service CIVEP. Tout ça, ce chauffeur, il doit en avoir connaissance, on doit l'avoir informé avant, en fait, hein. Donc, à la slide suivante, on va voir que
le SI Brexit, il fonctionne bien. La petite expérience qu'on a jusqu'à aujourd'hui montre que ça fonctionne. Il n'y a pas eu de gros soucis, il n'y a pas eu de gros blocages. En revanche, il y a encore des anomalies qu'on perçoit. Et là, le but, c'est qu'on rappelle un peu la marche à suivre pour que tout soit fluide. Dans les erreurs qu'on relève aujourd'hui, c'est un scan des déclarations qui ne sont pas celles des déclarations à l'importation. Ou alors, on scanne le document de transport britannique et pas le titre de transit qui vous permet d'aller à destination. On scanne, on présente aussi des déclarations de transit qui parfois sont mal complétées. À l'importation, on ne valide pas la déclaration à temps, donc elle n'est pas aiguillée fil verte, fil orange, elle va forcément aller en fil orange puisqu'elle n'a pas été analysée. Voilà, tout ça, c'est des anomalies encore qui permettent qui laissent une marge d'amélioration pour vraiment pouvoir économiser du temps au niveau du passage en douane. Et il y a des petites incorrections comme ça à rectifier. Ces incorrections, erreur de remplissage des titres de transit, erreur des messages envoyés dans le système de Delta T quand il y a des détournements qui ne sont pas encore validés, il y a des erreurs à l'appairage, on se trompe, on ne scanne pas les bons documents. Tout ça, ça peut être rectifié quand on forme les chauffeurs et quand on sait quels documents on doit présenter. Parce que c'est vrai qu'il y a des documents britanniques où ils ont encore laissé la mention Union européenne. Alors ça crée de la confusion chez les opérateurs forcément, mais ces chauffeurs-là, il faut les accompagner dans les documents qu'ils doivent présenter au point frontière. Voilà, ça va être le rôle des RDE, mais pas uniquement, c'est aussi le rôle des importateurs, des exportateurs qui doivent voir avec leur compagnie de transport, en fait, tous ces éléments en amont des opérations. Sur la slide suivante, on peut voir que ces formalités douanières, elles peuvent être fluides si on synchronise vraiment tous les acteurs de cette chaîne logistique. Chacun a un rôle vraiment à jouer qui est important. Donc, notamment la préparation de la marchandise pour l'importateur ou l'exportateur. En préparant les bons documents, il faut que le chauffeur ait la facture et le détail des marchandises, en vérifiant les incoterms qui sont utilisés. Le déclarant en douane, il faut qu'il génère sa déclaration et qu'il la valide au bon moment, pas après son transport. L'enveloppe logistique, il faut créer une enveloppe logistique et puis il faut que le transporteur, ensuite avec son chauffeur, scanne les bons documents pour que le système puisse analyser correctement et puis diriger l'opérateur vers la file verte ou orange. Et le transporteur, voilà, il doit vraiment former son chauffeur pour lui dire quels sont les documents à présenter en amont. Parce que jusqu'à maintenant, il y a encore des constats d'absence de facture, ou alors c'est des factures pro forma, il n'y a pas de ORI UK. On a encore beaucoup d'opérateurs qui nous appellent, qui ont un colis bloqué parce qu'ils n'ont pas demandé l'ORI, ils n'ont pas la connaissance du bon code HS, il n'y a pas de preuve d'origine. Voilà, ils s'imaginent, beaucoup d'opérateurs, c'est vrai, peut-être pensent qu'il suffit qu'il y ait un accord avec le Royaume-Uni et il n'y a pas de formalité. Or, attention, pour que votre marchandise soit origine préférentielle, il faut solliciter la préférence tarifaire. C'est pas automatique, c'est pas parce qu'il y a un accord avec le Royaume-Uni qu'automatiquement ça s'applique. Il faut le demander. Donc ça, il faut le vérifier. Les palettes NIMP 15 ne sont pas utilisées parfois, donc ça bloque l'expédition. Voilà, des choses comme ça qui sont à rectifier, qui peuvent être faites assez rapidement. Dans ces formalités douanières, on va pouvoir aussi optimiser les flux. On ne va pas passer trop de temps dessus parce que le temps passe, mais sachez simplement que ça existe. Marie, je te laisse la parole, je reprends après si tu veux. Oui, mais justement, ce que j'allais te proposer, parce que je vois l'heure qui tourne et je pense qu'il faut faire l'aspect transit et l'aspect Irlande quand même qui est plus important à mon avis. Et donc, les slides sont assez développés et sur que ce soit les régimes particuliers des douanements centralisés nationaux et auto-liquidation, on peut vous prendre un entretien individualisé pour vous l'expliquer. Donc, moi, je serais partisane de passer rapidement.
Donc, très rapidement, donc, sur les régimes particuliers, c'est les différentes possibilités que la douane vous offre, l'entrepôt douanier, la zone franche, l'admission temporaire, on en a parlé, la destination particulière, également les perfectionnements actifs et passifs. Tout ça, ce sont des formalités, des modalités offertes par la douane qui vous permettent de simplifier vos flux en vous permettant de travailler en suspension de droits et taxes tout simplement, d'accord, et de faire quelque part une forme d'avantage aussi de trésorerie, voilà. Donc je te reprends, laisse la parole sur le DSN et l'auto-liquidation à la TVA. Maïté, je reprendrai après. Oui, alors tout simplement, juste savoir que le DCN, ça existe, ça vous permet quand vous avez plusieurs bureaux de sortie de marchandises ou d'importation, hein, plusieurs points d'entrée et de sortie, sachez que vous pouvez regrouper vos formalités douanières auprès d'un seul bureau en douane. Ça vous fait gagner du temps, ça vous permet d'avoir un interlocuteur. C'est pas trop compliqué à mettre en place, il faut le préparer. Donc là, les PAE vous reçoivent, les cellules conseils aux entreprises vous reçoivent pour ça. Gratuitement, hein, on ne l'a pas précisé, mais tous les entretiens avec les opérateurs sont gratuits. On peut comme ça vous aider à optimiser vos flux. Ça va aussi avec l'autoliquidation à la TVA, voilà, qui vous permet de ne pas payer à chaque importation la TVA, mais simplement, ça vous permet de l'inscrire sur votre chiffre d'affaires, le CA3, au niveau mensuel. C'est une mesure aussi qui est gratuite. Il y a quelques conditions à respecter qui sont pas très compliquées, voilà, qui sont reprises sur la slide sur la TVA, si on veut passer à la slide suivante. Mais ça fait partie des choses qu'on peut vous proposer en entretien. Donc, si vous êtes intéressé, vous pouvez revenir vers nous. On ne va pas trop revenir dessus. Le Brexit, c'est pareil, hein, avec le DCN, juste savoir qu'en dédouanement centralisé national, vous pouvez l'utiliser dans le cadre du Brexit, mais attention, les marchandises sensibles ne pourront pas être utilisées dans le cadre du DCN. Voilà, c'est des points particuliers, c'est fait pour fluidifier le passage dans ces bureaux-là très sollicités. Donc, le DCN, c'est une mise en place particulière dans le cadre du Brexit et des marchandises sensibles. On pourra voir ça en détail si ça vous intéresse ultérieurement. Je pense qu'on peut passer directement au transit parce que, voilà, Oui. et Marie, je te laisse prendre un peu le transit qui est important aussi. Oui, 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 tout à fait. Alors, le transit, en fait, pourquoi on a voulu faire un développement sur le transit? Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des confusions sur le type de transit qui était utilisé. Alors, sur la slide que vous avez à l'écran, en fait, le transit, ça permet de circuler sans déclaration d'importation ou d'exportation avant l'arrivée à destination. Et donc, pas de droit de douane ou de taxe spécifique à payer à l'entrée ou à la sortie de chaque territoire. Je pars du territoire A pour aller au territoire douanier A pour aller au territoire douanier C en traversant un territoire douanier B, eh bien, je vais traverser en suspension de droits et taxes. Je fais rapide, mais l'idée, c'est ça. Sur la slide suivante, l'utilisation du transit avec la Grande-Bretagne. Alors, il y a trois types de transit en fait à distinguer. Vous avez le transit de l'Union, c'est le premier que vous avez. Le transit de l'Union, normalement, il se fait entre deux bureaux de douane de l'Union européenne. Donc, pourquoi on vous dit que vous pouvez l'utiliser avec le Royaume-Uni? Parce qu'il y a une innovation Brexit qui s'appelle le transit anticipé au départ de la France, qui vous permet, en tant qu'opérateur français, de faire un transit de l'Union avec une marchandise qui va partir du Royaume-Uni et c'est vous qui allez la faire partir. Donc, je ne développe pas plus parce que vous allez avoir le détail dans la slide d'après. Donc, voilà, ça c'est le premier, le transit de l'Union sur le TDU. Vous avez un autre type de transit, le fameux transit commun. Ici, vous avez un bureau de départ et de destination dans un pays tiers qui est adhérent à la Convention. D'accord. Donc, il va être utilisable également avec le Royaume-Uni, puisque le Royaume-Uni fait partie, d'ailleurs je l'ai oublié, fait partie de cette convention de transit commun. Et il y a un troisième type de transit, on vous l'a pas mis, vous l'avez sur la slide d'après, c'est le transit, le fameux transit tir. Vous savez, les camions où vous avez marqué tir, c'est le troisième type de transit.
Attendez, on va juste revenir à la slide d'avant, pardon. Donc, à l'import, vous pouvez utiliser le transit de l'Union sur le territoire douanier de l'Union ou le transit commun avec les parties contractantes. Donc, ça, c'est uniquement à l'import. À l'export, vous ne pouvez utiliser que le transit commun parce que le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. D'accord? Donc maintenant, on va voir sur la slide suivante les fameuses subtilités. Alors, pour le transit commun, j'ai mon bureau de départ ou de destination dans un pays tiers qui est adhérent à la Convention. Donc, UK, Royaume-Uni, vers Union européenne. Et je fais un dépôt dans le système britannique. Comment ça se passe en pratique? Qu'est-ce que je dois renseigner? Parce qu'en fait, les erreurs sont là. Pour utiliser le transit commun, mon bureau de départ, c'est bien un bureau britannique. Mon bureau de passage, ça sera un bureau Brexit français. On vous donnera tout à l'heure la liste des bureaux Brexit. Mon bureau de destination, c'est un bureau de douane UE ou adhérent à la convention de transit commun, en dehors de l'UE, puisque l'UE est adhérente. D'accord? Donc, si vous utilisez le transit commun, c'est-à-dire vous faites transiter de la marchandise qui vient du Royaume-Uni pour aller dans l'Union européenne, alors il vous faut utiliser un transit commun. C'est-à-dire que le vendeur anglais euh, va envoyer en transit jusque chez vous ou dans l'Union européenne de la marchandise. Donc, je le répète, bureau de départ, c'est un bureau britannique qui doit être renseigné. Le bureau de passage, c'est le bureau Brexit français, puisque ça va rentrer en France. Hein. Et le bureau de destination, c'est soit un bureau de douane d'un des pays membres de l'Union européenne, soit un bureau de douane de l'un des pays membres adhérents à la Convention de transit commun. Ça, c'est le transit commun. Mais vous pouvez également utiliser le transit de l'Union quand bien même le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne. Pourquoi? Parce que ce transit de l'Union, il va s'effectuer entre deux bureaux de douane de l'Union européenne. Et on va utiliser la modalité transit anticipé au départ de France. Ça, c'est donc ce que je vous disais, c'est une innovation et c'est uniquement à l'importation dans l'Union européenne. Ici, vous allez mieux comprendre comme ça, le bureau de départ, c'est un bureau Brexit français. À ne pas confondre avec le bureau d'expédition qui, lui, sera un bureau britannique. Pourquoi? Parce que votre marchandise, elle est bien au Royaume-Uni. Et vous allez la faire partir en transit de l'Union vers un bureau de destination dans l'Union européenne. Mais c'est vous, Français, par un bureau Brexit français, qui allez faire le départ de la marchandise. Mais la marchandise, elle sera expédiée depuis le Royaume-Uni. D'accord? Donc faites bien attention sur les intitulés. Le bureau de passage, ça sera le bureau par lequel va passer la marchandise. Donc, ce sont des bureaux de douane du ou des pays non UE traversés. Par exemple, si vous traversez la Suisse, ben, il y aura les bureaux de passage d'entrée et de sortie, d'accord, pour aller après livrer ailleurs dans l'Union européenne. Et le bureau de destination, c'est le bureau de douane de l'un des États membres vers lequel vous livrez. Voilà. Donc, faites bien attention. Transit commun, à l'import et à l'export. Transit de l'Union uniquement utilisable sous la dénomination du transit anticipé au départ de la France, parce qu'en fait, c'est vous qui allez anticiper ce transit en mettant un bureau de départ, un bureau Brexit français, tout en faisant expédier la marchandise depuis le Royaume-Uni. D'accord? Donc, c'est bien un transit qui est anticipé, puisqu'en fait, on l'anticipe depuis la France, et on est bien un transit de l'Union parce que on est bien entre deux bureaux de douane de l'Union. Le bureau français de départ, le bureau Brexit français de départ, et le bureau de destination, qui est un autre bureau de douane de l'Union européenne. L'autre, le transit tir, je ne le développe pas parce que c'est tout à fait classique, il n'y a pas de piège. Je vous ai indiqué également sur la slide, en fait, les délais pour déposer. Donc, on a changé de slide, c'est pas grave. Les délais pour déposer avec les différentes connexions EDI ou DTI, c'était la slide juste avant, pardon. EDI ou DTI, je vous l'ai mis en détail. Voilà. Le dépôt de la déclaration en EDI, ça fait 72 heures avant la présentation. En DTI, c'est 30 jours avant. D'accord? Alors, le DTI, ça va être amené à évoluer. Le timing, on ne l'a pas, mais ça va être amené à évoluer de manière à pouvoir réduire le laps de temps. Il y a un problème d'interfaçage entre les différentes modalités. Donc, merci. Par contre, je repars à la slide suivante.
Sur l'utilisation du transit, donc on utilise delta T. Hein. Vous avez le détail des éléments qu'il vous faut, je ne reviens pas dessus. Donc le numéro EORI, la convention delta T, l'autorisation garantie, l'autorisation simplification. Bon, tout ça, vous l'avez. Donc visuellement, vous voyez que ça existe et vous voyez les éléments, mais je ne développe pas davantage. Les bureaux de douane qu'il faut renseigner. Ce sont les fameux bureaux de douane Brexit français que je vous indiquais dans les différents transits. Quand le bureau Brexit français, c'est l'un de ces bureaux-là, ça n'en est pas un autre. Par ailleurs, il vous faut savoir si le bureau est compétent en matière de transit. Et sur ça, je vous ai mis le lien que vous avez sur Europa pour connaître si le bureau a une compétence transit. Donc ça, il vous faudra aller le regarder, mais c'est les procédures normales, ça, rien n'a changé sur ça. La seule chose, c'est que les bureaux de douane Brexit français, il n'y en a pas 36 000, c'est les 8 que vous avez de listés là. Autre élément qu'il vous faut savoir, c'est le respect des codifications pour éviter le rejet des déclarations de transit en EDI. Normalement, si vous n'avez pas de document spécifique à indiquer, il vous faut indiquer le code de document ZZZ. D'accord. Le code ZZZ équivaut au code document autre, c'est-à-dire que vous n'en avez pas besoin. Il vous faut bannir l'utilisation du code OT, qui veut dire Other, parce que lui, en transit, si vous mettez le code OT, automatiquement, vous aurez un rejet de la déclaration. D'accord. Il ne doit plus être utilisé pour les déclarations de transit. Donc ça, voilà, ça, il vous faut le mémoriser. Donc, si je n'ai pas de document indiqué, je mets ZZZ. Et surtout, je n'utilise pas le code OT qui m'invalidera la déclaration de transit. Le code EORI, forcément, de l'opérateur et le code de bureau de passage qui doivent être renseignés. Alors, si c'est le bureau de passage, c'est un bureau douane Brexit français, ben, c'est l'un des bureaux que vous avez listé sur le carré d'à côté. Donc, slide suivante. Slide suivante. Ce qu'il vous faut retenir, pourquoi on vous a développé le transit? Parce que c'est l'une des manières les plus simples finalement pour faire venir la marchandise et également pour fluidifier votre flux. On vous préconise de ne pas faire le dédouanement au bureau frontière. C'est-à-dire, il vous faut faire venir votre marchandise en transit jusqu'au bureau de douane qui est chez vous et qui a la compétence transit. Ça permet d'éviter un engorgement au niveau de la frontière et de dédouaner au plus près de chez vous. D'accord ? C'est ce qu'on vous met. Donc, préférez l'acheminement des marchandises en provenance du Royaume-Uni sous transit jusqu'au bureau intérieur, plus coûteux qu'en dédouanement en bureau frontière, les fameux bureaux d'entrée. Et pareil à l'export, essayez pour fluidifier d'aller faire dédouaner dans le bureau de douane à l'intérieur du Royaume-Uni et pas en bureau de sortie. Voilà. Donc voilà, donc ma collègue vous a parlé des difficultés qu'il y a eu en matière de transit. Sachez quand même que Delta T traîne pas moins de 12 000 déclarations de transit par jour et que les difficultés que l'on a eues, c'est effectivement des difficultés parce que, par exemple, pour la déclaration de transit de l'Union, le pays d'expédition qui est indiqué, c'était France FR et non pas Grande-Bretagne, alors que c'est bien Grande-Bretagne. Donc voilà, ce sont des erreurs de renseignement dans les documents qui doivent être remplis, qui sont la cause principale des blocages que nous avons. Je vais laisser la parole de nouveau à ma collègue pour les marchandises soumises à Axis. Oui, on va terminer parce que là, le temps passe. Mais alors, juste sur les marchandises soumises à Axis, en fait, la nouveauté, c'est que depuis le 1er janvier 2021, toute la circulation des produits soumis à Axis entre la France et le Royaume-Uni, et entre les autres pays d'ailleurs et le Royaume-Uni, est soumise donc à DAU, plus déclaration électronique gamma. En fait, auparavant, on utilisait uniquement un DAE. Aujourd'hui, c'est plus suffisant. Voilà, il faut faire les deux. Donc, quand on parle de marchandises soumises à Axis,
ça concerne les produits énergétiques, l'électricité, l'alcool, les boissons alcooliques, les tabacs manufacturés. Et donc, ce qu'il faut savoir et retenir, c'est que pour ces produits-là, à l'import comme à l'export, l'opérateur doit utiliser un DAE gamma plus une déclaration en douane. Les deux sont impératifs. Alors, quand on veut... le DAE, en fait, via le téléservice gamma, il va couvrir la circulation des produits entre le point frontière et le lieu de destination à l'import. À l'export, il va couvrir la circulation du produit entre le lieu de chargement et le point de sortie à l'exportation du pays. Donc, les numéros d'entrepositaires agréés Grande-Bretagne sont invalidés. Donc, dans Gamma, il n'est plus possible de les utiliser. C'est pourquoi il nous faut faire une déclaration en douane. Bien sûr, le DAE peut être remplacé par un titre de transit. Il faut juste savoir que le T1 à l'importation est possible, il n'y aura pas de DAE, mais attention, quand le produit va arriver en France, dans un lieu agréé, le titre de transit T1 va être apuré, mais pour circuler du lieu de dépôt à l'entrepôt suspensif de l'opérateur, vous êtes obligé de faire un DAE ensuite de ce T1. Le T1, il va couvrir le trajet importation, point d'importation en France jusqu'au lieu de stockage temporaire. Mais pour intégrer l'entrepôt de l'opérateur, il faudra ensuite faire un DAE, sinon on va être bloqué pour suspendre les accises. T2 à l'exportation, mais avec un DAU export, voilà, qui va comporter dans sa case 44 le numéro de référence du DAE. Ça, c'est important parce qu'il y a un contrôle de recevabilité de Delta et ce sera rejeté si on n'a pas ce numéro-là. À la slide suivante, on peut donc voir quelques petits schémas qui vous reprennent un peu les formalités à faire. Donc, l'opérateur qui veut exporter en suspension des droits d'accise vers le Royaume-Uni, il fait un DAE plus un DAU. Donc, son DAE typé export et donc, en fait, toujours dans Gamma. Voilà, ça c'est obligatoire, DAE plus DAU. On ne peut pas faire l'un sans l'autre, en fait. Là, il faudra vraiment faire les deux formalités. À la slide suivante, ça ne pose pas trop de difficultés, je pense que c'est assez simple à comprendre. Après, au fur et à mesure, s'il y a des questions qui se font un jour, on y répondra si on peut aujourd'hui, et puis sinon un peu plus tard par écrit. On peut aussi exporter en droit acquitté. Alors, en droit acquitté, on ne va pas faire un DAE, mais on va faire un DSA. Et donc, c'est toujours pareil, il faudra quand même faire une déclaration en douane DAU plus ce DSA. Là, quand on exporte des marchandises comme ça acquittées, on peut demander le remboursement des accises qui sont acquittées en France, mais sous certaines conditions seulement. Donc là, il y a eu des fiches pour les opérateurs qui ont été diffusées qui sont assez bien faites. Hein. C'est prévu par l'article 302G du Code général des impôts, ce remboursement. Donc la demande, elle doit être déposée par un entrepositaire agréé. Les produits, attention, auront dû être soumis, être replacés en suspension avant leur exportation. Voilà. Et ensuite, l'entrepositaire agréé pourra demander une compensation des droits sur sa déclaration récapitulative mensuelle. Mais voilà, il y a des conditions à respecter avant quand on veut expédier comme ça des produits soumis à accises en acquitté. Ensuite, à l'importation, slide suivante, à l'importation, quand vous importez en droit suspendu des produits soumis à accises, eh bien, ça va être toujours pareil, ça va être DAU et DAE, on ne change pas. Et donc, en fait, ces produits, si juste la petite différence, c'est que si ces produits sont destinés à être livrés à un autre opérateur dans un État membre de l'Union, ils vont circuler sous couvert d'un DAE qui sera typé intracommunautaire. Voilà. Ensuite, d'importation. Et DAE typé national si c'est pour être livré en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que la case 44 du DAU doit comporter le code du numéro de DAE pour pouvoir faire
la jonction entre ces deux documents. Ça, c'est quelque chose d'important. On a régulièrement des petites erreurs parce que le DAU a été validé, on n'a pas intégré le numéro du DAE et donc il y a un rejet dans les applicatifs. On peut importer des produits en droit acquitté aussi. Même chose, DAU plus DSA cette fois, puisque c'est des droits acquittés. Et là, il faudra acquitter par contre les accises, puisque c'est l'état de consommation, c'est l'état, là ce sera la France. Il faudra acquitter sur le DAU les droits d'accise des produits qui vont être reçus par le client français. Alors, remboursement des droits d'accise acquittés en France pour des marchandises expédiées vers un autre État membre. Si jamais on importe en droit acquitté et qu'on envoie vers un autre pays européen, on peut demander le remboursement des droits qu'on aura payés en France, mais attention, l'opérateur doit justifier qu'il a acquis les produits en droit acquitté en France et surtout, il doit présenter un exemplaire du document d'accompagnement annoté par le destinataire dans l'autre État membre avec une attestation de l'administration fiscale du pays de destination, voilà, qui va certifier qu'il a payé aussi l'impôt. On ne pourra demander le remboursement que sous respect de ces conditions-là. Voilà, je pense que sur les accises, les transports des produits accises, l'essentiel est là. Le tout, c'est de savoir qu'il vous faut faire un DAU plus le document de circulation qui reste obligatoire. Voilà, on verra s'il y a des questions plus tard. Je laisse Marie te faire le point sur l'Irlande du Nord pour terminer. Alors voilà, vous êtes encore une cinquantaine à avoir tenu le coup, je vous en remercie. L'Irlande du Nord, ça va être très rapide parce qu'en fait, il n'y a pas de difficulté avec l'Irlande du Nord. Donc, slide suivante, l'Irlande du Nord fait bien partie de l'Union européenne, ça fait bien partie du territoire douanier de l'Union. Et le code pays Irlande du Nord, c'est XI, en majuscule ou en chiffre romain, comme vous voulez, mais c'est plutôt des lettres. Donc, ce qu'il vous faut savoir, c'est que les échanges de biens entre l'Irlande du Nord et la France sont des opérations intracommunautaires. Donc, il faut faire une déclaration d'échange de biens, une DEB ou DES si vous faites des échanges de services. D'un point de vue Axis, l'Irlande du Nord conserve également un accès à l'application EMS Gamma. Les DAE et les DSA peuvent être émis et apurés sans aucune difficulté. Les entrepositaires agréés d'Irlande du Nord possèdent également un numéro qui commence par XI, donc il n'y a pas de difficulté. Et en transit, les transports pour l'Irlande sont soumis à l'édition d'un T2 en cas de passage par le Royaume-Uni. Et on va faire un point de nouveau sur le transit avec l'Irlande. Donc c'est la slide suivante. Les problèmes qu'on a vus, c'était des bureaux mal renseignés. Donc mon produit Irlande du Nord vers UE, comment je remplis, et c'est valable dans les deux sens en fait, bien remplir son document de transit, ça veut dire que mon bureau de départ est bien un bureau de douane irlandais, mon bureau de passage 1 est un bureau de douane britannique, puisqu'il faut bien que je traverse le Royaume-Uni, et mon bureau de passage 2, c'est un bureau où je rentre dans l'Union européenne, c'est un bureau de douane Brexit français. Et le bureau de destination, c'est un bureau de douane d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État signateur de la Convention de transit commun. Donc, en fait, à chaque fois que je change de territoire douanier, je vais avoir des bureaux de passage. Donc, je vais en avoir un ou plusieurs, ça dépend. Mais attention, avec l'Irlande, nous sommes dans l'Union européenne, donc j'ai un bureau de douane irlandais, un bureau de passage britannique, puis un bureau de passage douane Brexit français et enfin le bureau de destination. Je vous ai remis les bureaux de douane Brexit pour vous aider. Et également sur la dernière slide, on vous a remis pour mémoire les dates limites des dépôts de déclaration DEB et DES en 2021, puisque l'Irlande, vous devez toujours faire ces déclarations d'échange. Voilà, nous en avons fini avec la présentation. Nous avons conscience que c'est assez long, mais bon, on ne pouvait pas se permettre de passer les éléments qu'on vous a vus parce qu'en fait, vous le comprenez, c'est un ensemble. Et en fait, votre rôle, vous en tant qu'entreprise et opérateur dans cette chaîne, c'est un rôle, on a une vision d'avoir une chaîne plutôt, je peux remettre la caméra d'ailleurs, plutôt une
une chaîne, si vous voulez, de qualité, c'est-à-dire que maintenant que vous savez comment ça fonctionne à ce niveau-là, vous êtes en mesure de dire, oui, non, mais attendez, c'est à vous de faire ça, il me faut ces documents. Voilà. Il vous faut connaître les tenants et les aboutissants. Au niveau, alors je ne sais pas si on fait comme ça, c'est un cas, j'ai regardé rapidement les questions. Donc j'ai la cristallerie Saint-Paul qui nous a demandé, peut-on avoir un représentant en douane par fournisseur en